été changées et des scènes ont été reconstituées. Je suis un ancien agent du FBI, Joe Pistone, le vrai Donnie Brasco. La mafia a mis un contrat sur ma tête, mais j'ai encore plein d'histoires à raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terry Hake, un magistrat qui a combattu la corruption dans les tribunaux de Chicago, y compris quand ceux qui s'y livraient étaient ses propres amis. Pour y arriver, le FBI lui a demandé d'infiltrer le système. Voici les infiltrés. Chicago, une ville dure, fière de son passé ouvrier et qui sait aller de l'avant. Mais elle a aussi son côté sombre. Ici, chacun sait que la justice s'achète à coups de pots de vin et de services rendus. C'est là que Terry Hake intervient. Fraîchement diplômé, le jeune homme entre au bureau du procureur du comté de Cook. Là, il est confronté à la réalité du système judiciaire. Je pratiquais le droit devant des juges que la rumeur disait corrompus. Rien ne se passait devant moi, je ne voyais pas d'argent circuler ou d'autres choses de ce genre. Mais j'avais l'impression de perdre des affaires pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les preuves présentées à la cour. C'est un acquittement qui lui met la puce à l'oreille, celui de Harry Allman, connu pour être un tueur à gages de la mafia. À l'annonce du verdict, Terry est stupéfait. Le juge Frank Wilson a déclaré Harry Allman non coupable du meurtre d'un responsable syndical, alors qu'il y avait 2 témoins oculaires. Au début, Terry Hake ferme les yeux et tente de faire son travail, mais il se lasse de voir des criminels ressortir libres du palais de justice. Une affaire m'avait particulièrement marqué, dans laquelle le propriétaire d'une épicerie avait violé l'une de ses employées, une jeune femme. Quand elle l'a menacé de le dénoncer à la police, il l'a poursuivie hors du magasin avec une arme à la main. Terry commence à se plaindre à voix haute de la corruption qui semble gangréner le tribunal. Mais apparemment, personne ne veut rien faire, jusqu'à ce jour de 1981. J'ai reçu un coup de téléphone du premier substitut du procureur général de l'État me demandant si j'étais d'accord pour rencontrer des gens du FBI au sujet de l'opération Greylord. Ils m'ont proposé de travailler pour eux sous couverture, en acceptant des pots de vin d'avocats de la défense. J'ai dit oui. Il ne faisait aucun doute pour moi qu'il risquait de ruiner sa carrière. Il fallait qu'il soit très fou ou très courageux pour accepter. Le choix est délicat pour Terry. Il engage sa carrière et il ne peut mettre que très peu de gens dans la confidence. Je sortais à peine de 3 années d'études de droit et je risquais de devoir dire adieu à ma carrière. Je leur ai dit que j'avais besoin d'en discuter au moins avec ma mère. Et ils m'ont autorisé à lui en parler. Mais Terry fait aussi part de l'offre d'emploi du FBI à une autre personne, Mark Chiavelli. C'était mon meilleur ami au bureau du procureur. À sa grande surprise, Chiavelli se montre soupçonneux quand il lui en parle. Terry préfère alors lui dire qu'il a refusé la proposition. Il comprend qu'il vaut mieux que personne ne sache ce qu'il s'apprête à faire. Sa réputation en souffrirait. L'opération serait condamnée d'avance et sa carrière compromise. Peu de gens auraient accepté de faire ce que Terry a fait. Il y a laissé des amis. Les fédéraux confient à Terry une liste des cibles de l'enquête. L'un des premiers noms était un juge devant lequel je plaidais souvent, le juge Wayne Olson. Wayne passait pour être l'un des juges les plus corrompus du système. Le deuxième nom est celui d'un avocat, Robert Silvery Bob Silverman, qui apparaît souvent devant le juge Olson et dont les liens avec la mafia sont de notoriété publique. Bob avait la réputation d'être l'avocat de la défense le plus véreux du système. Il n'acceptait que les dossiers qu'il était sûr de pouvoir régler avec un dessous de table. Terry demande au FBI combien d'autres magistrats ou avocats sont infiltrés comme lui dans le cadre de l'opération Greylord. La réponse est aucun. Il est le seul. La principale raison pour laquelle nous mettons sur pied des missions d'infiltration, c'est que le problème auquel on souhaite s'attaquer ne peut pas être résolu de l'extérieur. L'opération Greylord est lancée. Le responsable de la lutte anticorruption dans le secteur public avait suggéré à l'agent en charge de superviser l'opération, de regarder l'actualité hippique du journal pour lui trouver une idée de nom. Et celui-ci était tombé sur la fiche d'un cheval nommé Greylord. Face à une corruption ancrée depuis longtemps dans le système, Greylord part avec une cote peu favorable. Terry va devoir faire parler les gens. Entre autres choses, je me suis débrouillé pour faire ami-ami avec certains avocats qui retrouvaient régulièrement le juge Olson dans le prétoire. Parmi eux, il y avait un ancien policier de la police de Chicago, Jim Costello.
Jim Big Bird Costello est connu pour faire partie de ces avocats qui écument les couloirs du palais de justice pour trouver de nouveaux clients. Jim et moi allions souvent déjeuner ensemble. On prenait des verres après le boulot. Et peu à peu, je suis devenu son confident. Costello explique à Terry le fonctionnement de la justice dans le monde réel. Le système fonctionnait généralement avec des intermédiaires qui allaient voir les avocats véreux et remettaient ensuite les pots de vin au juge. Bien souvent, les avocats ne traitaient pas directement avec les juges. Ça dépendait de la relation qu'ils entretenaient. Un soir, Costello emmène Terry dans un bar prisé des juges et des avocats qui pratiquent ces petits échanges de services. Après quelques verres, il met Terry dans la confidence. Depuis des mois, Jim n'arrêtait pas de me raconter à quel point le système était corrompu, comment lui-même versait des dessous de table au juge Olson, et comment lui-même en avait accepté à l'époque où il était policier, ou même par la suite quand il était devenu substitut du procureur. J'ai eu le sentiment qu'il cherchait à me faire passer un message. À partir de cet instant, Costello devient une cible de l'opération Greylord. Mais le FBI veut éradiquer le mal dans son ensemble, pas seulement une mauvaise graine. Dès que l'occasion de pousser Costello à la faute se présente, Terry l'a saisi. Un jeune avocat commis d'office était venu me voir et m'avait harcelé de questions toute la journée. Je commençais à en avoir assez. Quand il m'a enfin lâché, je me suis exclamé tout haut devant Jim. Il me saoule avec ses questions. En plus, qu'est-ce que ça va me rapporter? Costello mord à l'hameçon et tend à Terry du liquide en laissant entendre qu'il s'agit d'une avance pour de futures faveurs. C'est le premier pot de vin de Terry. Il a du mal à se réjouir. Je m'entendais bien avec lui. Et j'aurais voulu qu'il ne me donne jamais ces $100. J'aimais bien cet homme. Ce ne sera pas la dernière fois que Terry sera déçu par l'un de ses amis. Je n'aurais jamais pensé ça d'un ami proche. À force de voir des criminels ressortir libres des tribunaux de Chicago, le FBI décide de s'attaquer à la corruption qui gangrène l'institution judiciaire. Pour ça, il demande à un jeune magistrat idéaliste d'infiltrer le système. Terry leur rapporte ce qu'il entend, mais les fédéraux ont besoin de preuves solides, comme des enregistrements audio. La première fois que j'ai mis un micro pour enregistrer Jim Costello, j'étais extrêmement nerveux. L'appareil était assez imposant, de la taille d'un livre de poche, et je l'avais fixé sous mon bras. J'étais toujours nerveux quand je le portais. À chaque fois qu'il portait un micro, il prenait le risque que quelqu'un s'en rende compte, ce qui aurait mis sa vie en danger. Jim Big Bird Costello se charge d'initier Terry Hake aux pratiques douteuses qui ont cours au sein des tribunaux de Chicago. Je ne suis pas sûr que les policiers, juges, greffiers, huissiers réfléchissaient aux implications de ce qu'ils faisaient quand ils acceptaient des pots de vin. C'était comme ça que les choses fonctionnaient, et ils ne faisaient que se conformer au système. Terry n'est encore qu'un simple spectateur. S'il veut que la mission réussisse, il doit lui aussi entrer dans ce système. Son ami Big Bird Costello lui en fournit l'occasion. Il m'a demandé de signer l'autorisation de remise en circulation d'une voiture mise sous scellé par la brigade des stupes. Il m'a promis $50 en échange. J'ai donc ordonné que le véhicule puisse être récupéré par son propriétaire à la fourrière de la police contre $50. Ainsi, Costello sait qu'il peut faire confiance à Terry. Cela ouvre de nouvelles portes à ce dernier. Après ça, Jim Costello a commencé à me payer pour que j'intervienne en sa faveur dans ses affaires liées à la drogue. Et il m'a fait comprendre qu'il connaissait un autre avocat qui serait prêt à me verser des dessous de table pour classer des affaires de drogue. Il est allé voir cet avocat en question et a joué les entremetteurs, de sorte que lui aussi a commencé à me payer. Terry fait désormais partie du club. Il reçoit régulièrement des sommes d'argent liquide et classe des dossiers. Il joue son rôle jusqu'au bout. Après des mois de travail sous couverture, Terry reçoit un appel de son vieil ami, Mark Chiavelli. Il avait récemment quitté le bureau du procureur pour devenir avocat de la défense. Il m'a invité à déjeuner. La rencontre amicale prend un tour qui met Terry plus que mal à l'aise. Au cours de ce déjeuner, il m'a avoué qu'il avait récemment soudoyé un juge dans un autre tribunal pour gagner une affaire et qu'il s'apprêtait à refaire pareil avec un deuxième juge. Ça m'a fait un choc. Comme tout le monde, Chiavelli pense que Terry est véreux lui aussi. Il a suggéré que j'intervienne pour lui en échange d'une certaine somme.
Je me suis senti insulté qu'il essaie de m'acheter. Il aurait dû savoir que j'étais un procureur intègre, mais non. Il était là à essayer de me corrompre et de faire de moi un criminel. Lui qui se disait mon ami, tu parles d'un ami. Quel que soit leur lien, Terry sait ce qu'il lui reste à faire. J'ai vu mon contact du FBI le lendemain et il m'a encouragé à rassembler des preuves contre lui. Même si c'était mon meilleur ami à l'époque où nous étions tous les deux procureurs. Un nom revient souvent au cours de l'enquête, celui du juge Wayne Olson. Le juge Olson se sentait intouchable. Il pensait être au-dessus des lois parce qu'il représentait lui-même la loi. Il pensait que ça durait depuis si longtemps que personne ne pouvait l'atteindre. Le FBI décide de mettre sur écoute le cabinet du juge, comme dans les films d'espionnage. Écouter un juge, c'était une première. Une équipe de techniciens est chargée de placer le micro. Terry doit faire le guet pendant ce temps. Le juge quitte le tribunal. Une équipe de surveillance garde un œil sur lui. Terry reste en alerte pour empêcher que les techniciens soient interrompus dans leur travail. Et ils terminent à temps. Un micro dans le cabinet d'un juge, c'était inédit aux États-Unis. Terry a le vent en poupe. Le juge Olson est sur écoute et il fait enfin des progrès avec une autre cible importante de l'opération, Silvery Bob Silverman. Mais sa situation n'en reste pas moins difficile. Le fait que je me rapproche de Bob Silverman, Jim Costello et d'autres avocats soupçonnés d'être véreux a beaucoup nui à ma réputation auprès de mes confrères substituts du procureur. Depuis le début, tous ceux qui étaient partie prenante du projet savaient qu'ils ne pourraient pas rester éternellement au bureau du procureur du comté de Cook. Si Terry a approché quelques gros poissons, il y en a un plus petit qu'il tient particulièrement à attraper. Un homme du nom de Lucius Robinson. Lucius Robinson était un huissier du tribunal qui avait manipulé un certain nombre de procès pour viol, meurtre ou violence sur mineurs. Une affaire a incité Terry à passer à l'action en travaillant pour le FBI, celle de l'épicier violeur. Il avait graissé la patte du juge pour obtenir l'acquittement. Il s'agissait de crimes graves, parmi les plus graves de notre code pénal. Et ces gens ne trouvaient rien de mieux à faire que de s'enrichir avec. Terry tend un piège à Robinson. Celui-ci mord à l'hameçon en prenant l'argent que Terry lui propose. Terry le tient. Comment osait-il influencer le cours de la justice contre de l'argent? Comment pouvait-il faire ça à ces pauvres victimes, aux habitants de ce comté? Mais la satisfaction de Terry est de courte durée. Il reçoit un appel glaçant du FBI. Les écoutes du cabinet du juge ont révélé que quelqu'un a des soupçons sur Terry et ses liens avec le FBI. En entendant ça, j'ai cru que j'étais grillé, que tout le monde savait. Terry Hake travaille sous couverture pour le FBI dans le cadre de l'opération Greylord. Il a réussi à gagner la confiance de personnes corrompues qui œuvrent au tribunal. Mais alors qu'il faisait des progrès significatifs, sa couverture semble soudain compromise. Toutes ces années, j'ai eu l'occasion d'entendre ce qu'il serait capable de faire si quelqu'un les trahissait. Nous étions inquiets pour la sécurité de Terry. Pour dissiper les soupçons, Terry rend un service à Silvery Bob. Il faut rendre hommage à Terry d'avoir su convaincre les gens qu'il était quelque chose qu'il n'était pas en réalité et gagner leur confiance. Terry rassemble des preuves contre des individus, mais le FBI veut éradiquer totalement la corruption. Ils ont décidé que je serais plus utile en avocat de la défense. De cette façon, je pouvais faire tous les palais de justice du comté et tenter de corrompre leurs juges. Quand il est passé de l'autre côté de la barrière, certains l'ont surnommé Terry Ramasse. Pour accéder aux juges, Terry doit avoir des clients à défendre. Le FBI lui en fournit en montant des affaires de toutes pièces. Des agents à eux se faisaient embarquer pour des vols à l'étalage, trafic de stupéfiants, vol de voitures, possession d'armes. Ces agents sous couverture se faisaient arrêter exprès pour que je puisse tenter de manipuler le cours de la justice en corrompant le juge. L'opération Greylord tourne à plein régime quand l'une des fausses affaires du FBI vient tout compromettre. On avait organisé une affaire de vol. L'un de nos agents devait voler un portefeuille sur Michigan Avenue à Chicago. La victime était aussi quelqu'un de chez nous. Mais lors de l'interpellation du faux voleur, les policiers tombent sur son insigne du FBI. L'histoire fait la une des journaux locaux. J'ai lu dans le journal qu'une personne s'était fait arrêter à Chicago pour un vol de portefeuille et que les policiers qui avaient procédé à son interpellation avaient trouvé un badge du FBI à son nom dans la veste de cette personne. Je me suis tout de suite dit que c'en était fini de notre opération.
Terry appelle le bureau du FBI pour savoir ce qui s'est passé. Il faisait beau et chaud le jour où l'agent censé jouer le rôle du voleur est arrivé à Chicago. Il a retiré son insigne et l'a laissé dans son manteau d'hiver. Sauf que le lendemain, le temps s'était refroidi et il est donc sorti avec son manteau pour aller commettre son crime. Entre-temps, il avait oublié que son insigne était dans une de ses poches. Les fédéraux ne sont pas prêts à mettre un terme à l'opération Greylord. Les superviseurs de Terry lui assurent qu'ils vont rattraper cette erreur. Si l'opération a pu continuer, c'est parce que les fédéraux ont réussi à convaincre la police de Chicago qu'ils enquêtaient sur des soupçons de corruption dans ses rangs. L'opération Greylord se poursuit, mais Terry se retrouve avec un autre problème qui concerne son mariage imminent. Ma fiancée refusait catégoriquement que j'invite les méchants à notre mariage. Costello m'en a parlé. Il m'a appelé 2 semaines avant le mariage pour se plaindre. À cette époque, Jim Costello considère Terry comme son meilleur ami. J'ai dû lui expliquer que ce serait une cérémonie intime, uniquement la famille, et qu'on n'invitait que très peu de gens. Il m'a dit qu'il veillerait à ce que je trouve un cadeau à la sortie, mais je ne l'ai jamais vu. L'opération Greylord traîne encore 1 an. Terry Hake a beaucoup de pression sur les épaules. S'il est démasqué, il risque de se faire tuer. J'ai passé 3 ans et 7 mois sous couverture. J'en arrivais parfois à me demander si j'en verrais la fin un jour. Un jour, une télé locale évoque une mission d'infiltration du FBI dans les tribunaux de Chicago. Tout le monde se livrait à des spéculations sur le nom de la ou des taupes du FBI dans cette enquête. Après cette fuite dans les médias, j'ai eu peur d'éventuelles représailles. J'étais inquiet pour moi, mais surtout pour ma femme. Terry est convoqué par le FBI qui a quelque chose à lui annoncer. Ils ont décidé que pour des raisons de sécurité, il valait mieux faire de moi un agent assermenté, même si j'étais encore sous couverture. C'était inédit. L'assermenté était une précaution supplémentaire pour assurer sa sécurité. Parce que celui qui chercherait éventuellement à s'en prendre à lui, y réfléchirait à 2 fois s'il savait qu'il avait face à lui un membre du FBI. Terry reçoit un appel de son vieil ami, Mark Cavelli. Mark m'a dit qu'il avait entendu une rumeur selon laquelle je travaillais pour le FBI. Mon cœur s'est accéléré. Et je me suis dit que c'était vraiment fini cette fois. J'étais aussi un peu inquiet pour ma vie. Mais Terry nie avec véhémence, et l'opération est maintenue. Les fédéraux lui demandent de convaincre un avocat véreux de témoigner. Ils ont décidé que le meilleur candidat pour ça était Jim Costello. C'était lui qui avait le plus à perdre. Terry informe Costello qu'il a parlé avec un procureur fédéral et que son nom était cité dans l'enquête. J'avais convaincu le FBI qu'il valait mieux que ce soit moi qui essaie de persuader Costello de coopérer. Il me considérait comme l'un de ses meilleurs amis. Je l'ai invité un soir à prendre un verre dans un hôtel de la banlieue de Chicago. Costello se rend au rendez-vous. Terry est déjà là, ainsi qu'une équipe de surveillance. Je lui ai exposé la situation. Je lui ai dit que je travaillais pour le FBI et qu'on avait un dossier solide contre lui. Terry incite Costello à témoigner contre les autres moutons noirs. Il n'a pas réussi à dépasser son sentiment de haine. Il n'a pas compris que c'était dans son intérêt de témoigner. Peu de temps après, le nom de Terry est affiché à la une des journaux de Chicago comme étant la taupe. Il est démasqué. Je vous avoue que voir mon nom apparaître dans les journaux comme étant celui de l'agent infiltré du FBI était à la fois gratifiant et effrayant. J'avais peur qu'il n'y ait jamais de procès. Terry et sa femme Cathy se cachent dans un hôtel sous la protection du FBI qui procède rapidement à des arrestations. 92 personnes sont inculpées, des juges, des avocats, des policiers, des personnels des tribunaux et même un parlementaire. On a inculpé le juge Olson, on a inculpé Jim Costello, Bob Silverman. Toutes les cibles importantes qu'on cherchait à coincer depuis le début. La plus grande victoire de Terry est de voir Harry Allman rejugé. Ses avocats ont évidemment plaidé l'impossibilité d'être jugé 2 fois pour le même crime, puisqu'Harry avait déjà été déclaré non coupable de ce meurtre en 1972. Mais un juge de la Cour d'appel de l'Illinois a statué que dans la mesure où Harry Allman avait acheté le verdict en versant $10 000, l'argument n'était pas recevable dans ce cas précis. Et Harry Allman a finalement été reconnu coupable de meurtre en 1997, 25 ans après les faits.
Il a écopé d'une peine de 300 ans de prison. L'opération Greylord a changé la vie de nombreuses personnes, et en premier lieu celle de Terry Hake. L'opération Greylord a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'étais jeune et j'avais cette vision idéaliste de la justice. Greylord m'a permis de lutter contre la corruption que je constatais tous les jours dans mon tribunal et qui pervertissait le système. Si j'ai tenu le coup jusqu'au bout, c'est parce que je n'ai jamais perdu de vue que ce que je faisais était juste et justifié.